tout essayé. Peut-être le plus spectaculaire, c'était ce qu'on avait fait en 1951, en 56 avec les apparentements, où on arrivait à une situation où la liste en tête, avec parfois 25%, n'avait pas de siège, et des listes qui avaient 9% en avaient un. Là, on frise le génie dans la manipulation. Hein. Là, l'art royal est parfaitement maîtrisé. Il s'agit de quoi? Il s'agit en fait que, quelle que soit l'expression du suffrage, cette expression soit canalisée de sorte à ce que la représentation soit à peu près conforme à ce qu'on attend. Voilà. Et puis quand ce n'est pas tout à fait le cas, aujourd'hui c'est un tout petit peu plus difficile, mais encore. Pendant la Troisième République, il y avait le système des invalidations. C'était le troisième tour. Premier tour, deuxième tour, les députés sont élus, troisième tour, allez. Alors, la liste des députés de l'opposition, alors, un tel invalidé, 1976, 77, 81, c'est comme ça que la République s'est imposée en France. En invalidant à tour de bras tous les députés monarchistes qui étaient élus avec moins de 10 points d'avance. Ça peut même monter plus haut. Le record, c'était, je crois que c'est à Fougères, où on avait invalidé un député qui était monté jusqu'à 58 points. Donc c'était pas une élection qui s'était jouée sur le fil. Il y a des circonscriptions comme ça, Fougères, Loudéac, Angers, l'invalidation était systématique. Puis après, pression préfectorale, on fait passer un copain. Voilà. La fois suivante, les électeurs remettaient le monarchiste en selle, re-invalidaient, et hop, et on a fait ça 2 fois, 3 fois, 4 fois. En revanche, un républicain qui passe avec une voix d'avance, il était sûr de ne pas être invalidé. Voilà. Jamais. Non, c'est voilà, et c'est comme ça que la majorité gagnait comme ça 30, 40 ou 50 sièges. Voilà. L'art royal. Bon. Alors, là, on touche du doigt ce que Rousseau d'ailleurs avait dit dans le contrat social. C'est que ce système représentatif, il présente un caractère profondément oligarchique dans son essence. Alors, sous la Révolution, avec cet art royal, avec ces sociétés de pensée, il faut mentionner également le rôle du Club des Jacobins et de l'ambition régénératrice dont il a été le porteur, dont il a été le promoteur. Le Club des Jacobins, qu'est-ce que c'est? À l'origine, c'est un club de députés révolutionnaires avancés, le club breton d'ailleurs, c'était plutôt des députés de Bretagne. Et puis ces députés de Bretagne, du tiers-état, très avancés, ont accueilli d'autres députés très avancés. Et à l'origine, c'est une sorte de groupe parlementaire, où on se répartit le travail, où l'on définit la stratégie. Bien. Et puis, ça a été bientôt un réseau de sociétés affiliées, et donc un puissant moyen de manipulation de l'opinion. J'ai constaté ça à plusieurs reprises en étudiant les archives parlementaires. Avant chaque coup de force, avant chaque mouvement un peu brusque, le 10 août, le 31 mai, 93, lors de l'élimination des Girondins, bon. Avant chaque mouvement, on assiste à une préparation psychologique de l'opinion par le biais des sociétés affiliées. Le club a donné des consignes, faites remonter à l'Assemblée des pétitions, demandant telle et telle chose. Voilà. Alors le 10 août, nous demandons la déchéance du roi. Le 31 mai, nous demandons l'élimination des Girondins. En août-septembre 93, on recommence. On vient d'élaborer, alors là c'est même tout à fait génial, on vient d'élaborer une constitution. La constitution a été ratifiée par référendum. Les gens ont voté. Les 75% ne sont pas venus voter, mais les autres ont voté. Bon. Seulement si on met en œuvre la constitution, il va falloir que la convention se sépare, que les députés retournent devant les électeurs. Ben oui, il va falloir élire une nouvelle assemblée. Il faut la faire vivre, cette constitution. Et donc, si on organise des élections, ben les Girondins auxquels on vient de faire la peau il y a 6 semaines, ils vont revenir. C'était bien la peine de se donner autant de mal. Ils sont en prison.
ils vont être réélus dans leur circonscription à Bordeaux, à Caen et ailleurs, et ils vont revenir à l'Assemblée. Puis en plus, on risque de voir appliquer un certain nombre de royalistes, de vrais royalistes, qui eux aussi auront été élus, dans l'Ouest notamment. Bon, on n'a pas fait tout ça pour ça. Les Jacobins viennent d'arriver au pouvoir, c'est pas pour le perdre aussi vite. Donc il faut trouver un tour de passe-passe pour que la Constitution ne puisse pas être mise en œuvre. Celle qu'on vient de rédiger et de faire ratifier par référendum. Comment on fait? Eh bien, qu'on signe aux sociétés locales et les pétitions qui remontent 15 jours après la proclamation de la Constitution. Et elles disent toutes les mêmes choses. À Angers, à Abbeville, à Saint-Céré, toutes les mêmes choses. Que la montagne reste à son poste. Oh, ils ne disent pas ne mettez pas en œuvre la Constitution. Non, 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 quand même. Que la montagne reste à son poste, virgule, et notre triomphe est assuré. On retrouve ça partout. Et alors évidemment, à chaque fois, c'est la société populaire qui prend la parole, mais elle ne dit pas la société populaire composée de machin, truc et bidule demande que. Non. La société populaire d'Angers, elle dit le peuple d'Angers. Ou la société populaire et les citoyens d'Angers. D'ailleurs, c'est pas complètement faux, puisque dans le discours révolutionnaire, le peuple, ce sont les militants révolutionnaires. Les autres, c'est pas le peuple, c'est les ennemis du peuple. Donc effectivement, le peuple. La seule chose, c'est que sur 30 000 habitants, ils sont 30. Voilà. Mais à 30, ils sont le peuple. Voilà. Donc le peuple demande que... Alors le peuple d'Angers, le peuple d'Abbeville, le peuple de Villefranche, de Lauragais, le peuple, etc., etc. Et ça arrive. Donc, le peuple réclame que... Et donc à partir de cette manipulation de l'opinion, on n'a pas les sondages à l'époque, alors on fait les moyens du bord. Les sociétés affiliées. Eh bien, on crée un mouvement d'opinion artificielle avec quelques centaines de pétitions. Et avec ce mouvement, on justifie le coup de force qui est prévu depuis le départ, mais qui fait mine de s'appuyer sur une demande populaire. Alors on l'a fait le 10 août pour la déchéance du roi, on l'a fait le 31 mai, le 2 juin pour l'élimination des Girondins, et on le fait le 10 octobre pour la suspension de la Constitution et l'établissement du gouvernement révolutionnaire. Voilà. Alors, et c'est ce gouvernement révolutionnaire qui, donnant aux Jacobins les moyens d'action, va mettre en place ce programme de régénération qui est vraiment le cœur du dessein révolutionnaire. C'est-à-dire faire naître un monde nouveau, régénérer la France, ça on en parle depuis 89, tout le monde en parle, et régénérer l'homme pour rendre cet homme compatible avec ce monde nouveau. Voilà. Faire un homme qui soit compatible. Voilà. Alors pour cela, on a un certain nombre d'armes. Et comme nous sommes dans ce monde du contrat social où tout est artificiel, où tout est le fruit de la législation, on commence par la loi, expression de la volonté générale. La loi définit tout. Elle définit, elle se mêle de tout. Elle se mêle de l'instruction, elle se mêle de la religion, elle se mêle du temps, elle se mêle de l'organisation de la journée, avec le calendrier révolutionnaire. Elle instaure une nouvelle religion avec l'être suprême. Elle se mêle du droit privé, elle change les règles de succession, etc., etc., etc. Voilà. Alors, et puis, la loi, elle est là aussi pour éliminer tous ceux qui ne sont pas régénérables. Et ils sont nombreux, ils sont même de plus en plus nombreux. Plus la révolution se radicalise, moins elle a d'assises populaires, et moins elle a d'assises populaires, plus elle est violente pour s'imposer. Et donc, plus la liste de ceux qu'il faut éliminer sont nombreux. Voilà. Et ça donne de la terreur. Alors cette ambition régénératrice, elle a été portée à son paroxysme avec le gouvernement révolutionnaire, avec Robespierre, avec Saint-Just, mais elle a survécu à la chute de Robespierre. Après la chute de Robespierre,
sous le directoire, sous le consulat, l'idée de la régénération est toujours là. La religion civile, elle est toujours là. Le calendrier républicain, il est toujours là. L'instrumentalisation des fêtes, de l'instruction, du calendrier, de la religion pour régénérer l'homme est toujours là sous le directoire. Sous le consulat, on se servira du code civil pour régénérer. Voilà. Ce qu'a très bien expliqué Xavier Martin dans Mythologie du Code Napoléon. Et puis, ce dessein régénérateur, eh bien, depuis 89, il ressurgit ponctuellement, par époque, au commencement de la Troisième République, et jusqu'à la République radicale, jusqu'à la guerre de 14. Cette ambition est fortement marquée. Et puis on la retrouve depuis quelques années. Et il suffit pour s'en convaincre, pour se convaincre du regain de vitalité inquiétant de ces desseins régénérateurs, de lire les écrits de certains de nos ministres, à commencer par Vincent Peillon, dans un livre dont le titre dit tout, « La Révolution n'est pas terminée ». Voilà. Alors, la Révolution n'est pas terminée, il est toujours question de changer de civilisation, de faire naître un homme nouveau, et la théorie du genre est peut-être ce qu'il y a de plus redoutable dans la définition de cet homme nouveau. Les choses ne sont plus ce qu'elles sont, mais ce que l'on dit qu'elles sont. Ça, la théorie du genre. Et face à cette ambition totalitaire, eh bien, nous avons le devoir de résister, de défendre et de promouvoir ces principes non négociables du droit naturel. L'expression était du pape Benoît XVI, car ce combat n'est pas un combat politique ordinaire, c'est un combat de civilisation, c'est un combat où se joue notre survie. Voilà. C'est un combat où se joue la conservation de ce qui tient encore debout face à une véritable entreprise de démolition, de destruction. Voilà. Alors, me tournant vers les plus jeunes, je leur dirais, vous êtes le sel de la terre, et c'est à vous de porter le fer. Voilà. Je vous remercie.